s'il vous plaît. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai le carton pour les 12, les 7, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Ça signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Je dirai à haute voix commencer et terminer pendant la présentation pour avertir les juges. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser la question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom de la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonne chance. Michel Turner, directeur principal gestion des talents et développement organisationnel chez Métro. Paul Guénomé, vice-président contrôleur corporatif chez Métro. Bonjour, Michel Lafleur, professeur au département de management et gestion des ressources humaines ici à la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Plaisir de vous rencontrer. Une bonne gestion stratégique permet d'assurer la durabilité et la viabilité de votre entreprise. Il est important pour les gestionnaires de décider de la direction qu'ils veulent donner à l'entreprise afin de mener celle-ci sur le chemin du succès. Aujourd'hui, nous sommes la firme de consultants IJK Associés, composée de James Carroll, Karine Arsenault et moi-même Inès Soulou. Et nous allons vous offrir des solutions qui vont répondre à vos attentes afin de permettre une plus grande expansion à la compagnie. La compagnie dont on va parler aujourd'hui est Métro, qui est un grand leader dans le domaine de la distribution alimentaire et pharmaceutique. Votre revenu annuel dépasse les 11 milliards de dollars, ce qui est vraiment considérable dans votre domaine. Donc, voici le plan de notre présentation. Nous allons commencer par une analyse externe et interne de la situation actuelle, le mandat et les enjeux qui s'opposent à vous, un plan d'action, un échéancier, un suivi et enfin une synthèse. Donc, tout d'abord, votre situation interne. Commençons par les forces. Parmi quelques forces, vous en avez beaucoup. Les plus importantes qu'on a remarquées sont votre croissance constante. Donc, vous gagnez des parts de marché d'année en année, vos ventes augmentent, les clients vous aiment de plus en plus. Ensuite, vous avez une grande responsabilité sociale. Vous tenez à cœur votre responsabilité sociale et surtout le développement de l'économie durable. Donc, vous soutenez les producteurs locaux québécois au Québec et cela améliore votre image auprès des consommateurs. Excusez-moi. Ensuite, pour ce qui est des faiblesses, donc certaines franchises Métro sont détenues par des familles, certaines sont détenues par Métro Inc. Et cela peut causer des difficultés au niveau du contrôle ou de la synergie au sein des magasins. Ensuite, vous avez un manque de présence dans les secteurs pharmaceutiques. Vous détenez les pharmacies Brunet, d'autres pharmacies également, mais vous n'êtes pas le leader dans le secteur d'activité. Ensuite, pour ce qui est une analyse externe, nous avons tenté d'établir une analyse externe à l'aide d'une analyse de Porter. Pour les opportunités, donc, vous avez la possibilité de faire une expansion dans les autres provinces canadiennes. Donc, vous êtes présent au Québec et en Ontario. Il reste beaucoup de provinces potentielles que vous pourrez exploiter. Ensuite, vous avez d'autres secteurs d'activité. Donc, vous êtes déjà dans le secteur alimentaire, pharmaceutique. Il reste beaucoup de domaines qui sont potentiels pour vous également. Ensuite, pour ce qui est des menaces, la concurrence est très élevée. Donc, Target, Walmart, qui sont des magasins qui offrent des services différents, pas seulement alimentaires ou pharmaceutiques, représentent quand même une très grande concurrence, et également Loblaws et les autres magasins. Et enfin, les tendances des consommateurs qui changent, donc, pas seulement dans votre secteur d'activité, mais dans tous les secteurs d'activité, il est difficile de s'adapter. Il faut s'adapter, changer constamment en raison des tendances des consommateurs qui changent.
Donc, voici les 3 mandats que vous avez confiés aujourd'hui. Premièrement, c'est de créer de la valeur pour le métro. Donc, nous allons démontrer des idées que nous avons trouvées pour vous plus tard dans notre plan d'action. Ensuite, apporter une croissance nouvelle dans votre secteur d'activité et, comme on a vu, dans les opportunités dans différents secteurs d'activité. Et ensuite, notre troisième mandat, générer un effet de synergie avec l'offre de produits et des services. Donc, les différents produits et services que vous engagez engendrer une synergie qui les rapproche tous et qui englobe vos activités. Donc, voici les enjeux que nous avons ressortis. Il y a la distribution alimentaire hors secteur. Donc, il y a, comme elle a dit, Target, Walmart, même Costco, qui sont des entreprises qui vendent des choses autres que les produits alimentaires et pharmaceutiques. Les habitudes de consommation de vos clients ont tendance à toujours changer. Et aussi, il y a la diversification des secteurs d'activité qui se relient à vous. Donc, pour notre plan d'action, nous se concentrons sur 3 piliers majeurs. L'expansion des produits et des services, ensuite l'expansion en Atlantique, et puis nous terminons avec les activités promotionnelles. Bon, comme que ma collègue vous a expliqué, on va essayer d'augmenter et de diversifier quelques services et produits que vous offrez. La première idée qu'on a à offrir pour vous, ça serait de faire des stations de service qui pourraient être en lien avec le métro. Le concept de ceci, ça serait que vous auriez une station de service qui pourrait s'aligner avec votre carte de points aussi. Cela construirait comme un cycle pour les clients où que le plus qu'ils dépensent avec vos entreprises, le plus de points qu'ils ramassent, puis le plus qu'ils vont rester avec votre entreprise pour leurs achats dans différents secteurs, que ce soit l'essence, ou l'épicerie, ou les pharmaceutiques. En plus de ça, ça va vous emporter un revenu additionnel que vous n'avez pas tout de suite parce que vous n'êtes pas dans le marché de l'essence. Puis, il y a quand même un grand potentiel de croissance que vous pouvez additionner à votre compagnie qui va augmenter votre bénéfice par action au long, et puis votre évaluation de la valeur d'action. Ça fait juste un petit calcul vite fait par station de service qu'on a fait. On a fait une valeur actualisée nette d'un investissement. Ça fait qu'on a fait des recherches, puis une station de service, la moyenne, c'était à peu près 1,5 million comme investissement pour toute la voie. Ensuite de ça, pour calculer les flux monétaires, les revenus dégagés de la vente de l'essence, on a pris un taux moyen de 1 $ par litre, puis on a pris une marge de profit de 5% par litre vendu. Ça donnait un flux monétaire de 390 000 $ par année, parce que la moyenne de litres vendus d'une station d'essence au Canada, c'était 3 millions. Ensuite de ça, on a mis la vanne sur 5 ans, parce qu'après 5 ans, elle devient positive. Et puis, on a mis un taux d'intérêt de 5% qui est relié à la marge de profit qu'on a donné sur le litre d'essence. Qui donne une vanne positive après 5 ans de 188 000 $ et 495 $. Ce qui fait en sorte qu'au bout de 5 ans, si on regarde le projet sur cette période de temps, c'est un projet positif qui vaut la peine de faire. Ensuite, j'ai regardé un délai de récupération purement sur le côté financier d'investissement pour la station d'essence. Et avec un flux monétaire seulement d'essence de 390 000 $, vous récupérez votre investissement initial de 1,5 million dans 3 ans et quelques mois. Ça fait une autre idée qu'on avait, c'était un service de livraison. La raison qu'on dit un service de livraison pour l'épicerie, c'est parce qu'il y a plusieurs familles où les enfants jouent au hockey, ils jouent au soccer, les parents sont occupés, puis ils n'ont pas le temps pour aller faire l'épicerie ou ils ont d'autres choses qu'ils aimeraient mettre dans le temps dedans. Ça fait qu'on voit une demande du consommateur qui pourrait être remplie, qui pourrait vous emporter une autre source de revenus que vous n'avez pas tout de suite. Ça fait qu'on a été sur votre site et on s'est aperçu que vous aviez déjà ma liste d'épicerie. Puis la liste d'épicerie que vous aviez, c'était pour offrir aux clients des coupons selon les tendances de consommation que nous avons. Nous autres, on pensait que le service de livraison pourrait être un service qui serait rattaché à ça, vu que leur liste d'épicerie est déjà conçue. Ils pourraient avoir l'option de placer la commande, et puis on aurait des employés dans les épiceries, dans les métros, qui prépareraient les commandes et qui les placeraient dans les camions de livraison, puis qui les envoieraient aux clients. Un autre groupe qui pourrait être ciblé, c'était les personnes âgées ou les personnes qui n'ont pas les moyens pour se rendre aux épiceries. Les personnes âgées, des fois, mettons qu'il fait trop froid dehors ou qu'il y a de la glace ou de la neige,
peut-être que pour eux, ça va valoir la peine de payer de l'argent de plus pour avoir l'épicerie d'emporter chez eux. Et aussi, il y a des OSBL, des organisations lucratives, dans plusieurs régions, que c'est ça qu'ils font. Ils desservent les gens qui n'ont pas les moyens pour se rendre aux épiceries. Ça fait que ça pourrait même être une belle initiative de responsabilité sociale pour vous dans la communauté. Vous pourriez faire un partenariat avec les différentes OSBL. On vous suggère fortement d'essayer ça dans les grandes villes au début, du côté logistique. Les plus petites villes, on ne voit pas que ça pourrait être profitable au début, mais les grandes villes, la demande serait fort probable plus là. Puis on pense que la profitabilité dans les grandes villes pourrait être rencontrée plus tôt. Ça fait, c'est une valeur ajoutée pour les clients. S'ils veulent, ils peuvent avoir leur épicerie d'emporter chez eux. Ça fait une diversification de vos services, puis ça rend d'autres revenus dans votre compagnie qui n'étaient pas là avant. Juste un petit estimé sur les coûts qui pourraient être engendrés pour un projet comme ci. Un camion typique de Ford pour faire une livraison de cette grandeur-là, sur leur site, ça se vendait pour à peu près 35 000 $, taxes pas inclus. Ensuite, on a fait un estimatif pour un conducteur. On lui donnait 16 $ de l'heure, 40 heures par semaine pour 52 semaines. Il va donner 33 000 280 $. Et aussi, ça va prendre un employé dans le métro pour, bien sûr, faire les épiceries, préparer le panier pour que le conducteur puisse prendre les livraisons et les emporter. Ça fait que l'employé, on lui a donné 12 $ de l'heure, 40 heures par semaine, 52 semaines par année. La raison que j'ai tout simplement mis essence, c'est une variable. Ça dépend des parcours, ça dépend de combien de kilomètres, ça dépend du prix de l'essence. Ça fait tout ça, il faudra que ça soit pris en compte lorsque ça va venir au moment de la facturation au client. C'est sûr qu'il va falloir calculer pour ce qui est la marge de profitabilité qui va nous emporter le plus de clients. Ça va varier selon les intérêts que vous voulez avoir avec le projet. Donc, moi, je vais vous expliquer pourquoi on vous suggère d'avoir l'expansion en Atlantique. Premièrement, il y a plusieurs communautés francophones dans cette province. Et puis, on pense qu'avec l'expansion, puisque vous êtes déjà une entreprise francophone, qui serait facile d'établir vos points de vente dans ces communautés. Ensuite, il y a un plus petit nombre de concurrents dans les provinces atlantiques qu'au Québec et en Ontario, tels que Sobeys est présent, Superstore et Sealy's ils sont présents, ainsi que la Co-op, et il y a toujours Walmart et Target. Et puis, aussi, on voulait pousser sur le fait que l'ensemble des services que nous avons déjà présentés, tels que la station-service et puis les services de livraison, peuvent être offerts aussi dans ces provinces. Puis aussi, il est très facile pour vous de vous implanter dans ces provinces en raison de la proximité géographique. Vous êtes très près. Nous vous suggérons de commencer peut-être par le Nouveau-Brunswick, tel que Edmundston, Fredericton, Saint-Jean-Moncton, ensuite pour vous en aller pour la Nouvelle-Écosse à Halifax, Dartmouth, et aller transférer à Charlottetown, et puis ensuite au Terre-Neuve et au Labrador. Et puis aussi, nous voulons pousser sur l'aspect des produits locaux, parce que vous faites déjà affaire avec plusieurs producteurs locaux au Québec. Donc, nous pensons que vous pouvez faire la même affaire en Atlantique, parce qu'il y a quand même des produits différents que vous n'avez peut-être pas au Québec, que vous pouvez pousser dessus, tels que les fruits de mer et le poisson. Ensuite, il y a aussi même une population immigrante quand même présente dans les provinces atlantiques. Nous avons vu qu'avec le succursale pour les aliments du Moyen-Orient et des autres cultures, que ça serait peut-être important aussi de l'intégrer dans les provinces atlantiques, puisque nous observons une hausse de la population immigrante dans ces provinces. Donc, pour les partenariats, je vais vous approcher les fournisseurs locaux et puis leur expliquer une entente que vous pourrez faire avec eux, et aussi approcher des OSBL pour organiser des partenariats avec des activités promotionnelles, comme quand on présente ici, soit des dégustations de produits que vous pouvez faire, des produits qui peut-être qui seraient distincts à vous, que vous trouvez avec les producteurs locaux dans ces provinces, ainsi que faire des repas communautaires pour annoncer l'arrivée dans ces provinces, pour faire connaître le métro à la population des provinces atlantiques.
Et puis, il y a toujours la publicité que vous pouvez faire, va lancer sur les médias sociaux que vous pouvez vous implanter dans ces provinces-là. Et aussi faire des annonces dans les journaux locaux. Et puis toujours faire des publicités télévisées sur les canaux de distribution en Atlantique. Donc, pour les ventes, j'ai pris en notant la population totale des 4 provinces atlantiques. Et puis, nous avons estimé que vos ventes totales par semaine seraient de 236 millions à peu près. Ce que nous avons fait, nous avons pris la population, nous avons divisé en 4 parce qu'à peu près, une famille, c'est à peu près 4 personnes, qui nous donne presque 600 000 familles dans les 4 provinces atlantiques. Et puis, nous avons pris 400 $ par semaine, plus ou moins, qu'ils dépensent à l'épicerie. Donc, qui nous donne 236 millions. Et puis, nous pensons que vous pourriez vous en parler d'à peu près 5% de la part du marché en Atlantique. Le nombre de magasins des principaux concurrents en Atlantique, le Sobeys qui en détient 421, qui est le premier, qui est le plus implanté en Atlantique. Ensuite, le Superstore qui inclut l'Atlantic Superstore et les CBD avec 98 magasins. Il y a les Walmart qui a 37 magasins, ça c'est les Walmart Supercenter, qui offrent la pleine sélection de produits alimentaires. Et il y a aussi les Coop Atlantique qui offrent 99 magasins. La fidélisation des consommateurs est un point qu'aucune entreprise ne peut négliger. Et Metro offre déjà un avantage qui est vraiment important pour les consommateurs. Vous offrez la carte de fidélité Metro et moi, et également les Air Miles, qui est vraiment considéré comme un des avantages les plus importants pour les consommateurs. Nous vous proposons aussi donc, de faire une semaine à thème par pays. Donc, notamment au Québec, en Ontario, et si vous décidez d'aller dans d'autres provinces, il y a beaucoup d'immigrants au Canada. On sait que le Canada, après l'Australie, est le pays qui accueille le plus d'immigrants chaque année. Donc, si vous faites, par exemple, une semaine de dégustation pays, on va prendre la France, donc les consommateurs vont venir essayer des produits, ou s'il y a des consommateurs qui sont de la communauté française, qui vont être intéressés par les produits de leur pays d'origine. Ensuite, nous vous proposons de faire des cartes de points en rapport avec les produits locaux. Donc, vous encouragez beaucoup l'achat des producteurs locaux et cela est important pour les consommateurs parce que cela leur prouve que vous tenez à cœur la durabilité de l'économie et vous êtes responsable au niveau social. Nous vous proposons d'ajouter des points supplémentaires aux clients qui achètent des produits qui sont locaux. Donc, s'ils achètent des produits qui sont de producteurs locaux québécois, ils auront des points supplémentaires sur leur carte de fidélité. Et enfin, nous vous proposons également, si les consommateurs apportent un sac réutilisable, ils auront des points supplémentaires sur leur carte de fidélité. Donc, cela va également vous aider à faire des profils sur les sacs plastiques que vous avez dans vos succursales et prouve également à vos clients à quel point vous êtes impliqués au niveau de l'écologie. Avec toute cette stratégie ici, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire dès la première journée. Ça fait qu'on a établi un échéancier pour toutes les différentes activités qu'on vous a demandé de faire. La première année, ça serait vraiment important de faire la planification de l'expansion atlantique, de vérifier quelle ville que vous pensez rentrer dedans, qui serait plus profitable pour vous, quelle ville qui serait plus accueillante, est-ce qu'il y a des communautés plus francophones, est-ce qu'il y a le besoin, est-ce qu'il y a une surpopulation de concurrents dans la ville. C'est toutes des choses qu'il faut analyser avant de rentrer, puis ça ne se fait pas d'une courte durée. Ça fait qu'on vous demande de faire ça dans la première année pour les secteurs, les régions en Atlantique que vous voulez essayer de passer. Suite de ça, pour la planification pour le service de livraison, ça serait de faire des tests avec vos clients, de savoir est-ce que assez une demande chez vos clients pour le service-là. Ça vaut-il la peine d'investir X montant de dollars pour acheter les camions, pour engager les employés, pour préparer le système de logistique qui va accompagner le service. Ça fait que ça serait vraiment de vérifier la clientèle est-tu là. Ça serait des tests, des sondages, etc. Et ensuite de ça, les activités promotionnelles, ça par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez commencer immédiatement. Que ce soit les points pour les sacs réutilisables qui renforceraient que vous êtes
pour l'écologie, ou que ce soit de faire des soupers communautaires pour les gens défavorisés qui seraient tous des éléments emportés par le métro. C'est toutes des choses que vous pouvez faire immédiatement qui augmentent l'image de votre entreprise. Au moyen terme, la première et la troisième année, c'est là qu'on va commencer à faire l'implantation. C'est là qu'une fois que les recherches ont été terminées pour voir est-ce que la demande est forte assez dans la ville de Montréal, par exemple, pour le service de livraison. Okay. Là, on va regarder la demande est de combien, ça va résulter dans combien de camions qu'il faut fournir, combien d'employés, puis faire des estimés du forecasting, ce qu'on veut, pour les revenus potentiels, calculer les marges qu'on veut essayer d'établir pour que ça soit quand même concurrentiel, pour pas qu'une autre compagnie essaye de venir voler votre idée par la suite. En plus de ça, pour l'expansion en Atlantique, il va falloir commencer à regarder pour les terrains, pour acheter, c'est où est-ce que vous voulez localiser vos épiceries, votre station de gaz. C'est sûr qu'il y a des places qui sont plus stratégiquement importantes, que vous pourrez avoir une plus grande visibilité des clients. Ça fait que c'est toutes les régions qu'il va falloir regarder, que ce soit à Halifax ou que ce soit à St. John's. Chaque ville est différente, chaque ville a les secteurs, puis c'est toute la clientèle que vous voulez venir cibler. Ça fait qu'il va falloir faire l'analyse des secteurs que vous allez dedans. Puis encore une fois, toutes les choses que vous faites dans le communautaire, vous pouvez continuer à le faire. C'est toutes des bonnes choses qui vont continuer à augmenter votre image. Dans le long terme, c'est là qu'on prévoit l'ouverture des magasins. Une fois que vous avez fait les communications avec les fournisseurs, que vous avez les marchés locaux, que vous avez montré aux communautés, c'est bien vrai, Métro est ici, on est ici pour la communauté, on vend des bons produits, on veut vraiment que les producteurs locaux fassent bien, on veut que la communauté bénéficie de notre arrivée. Ça fait qu'on pense qu'avec le court terme et le moyen terme, toutes les choses que vous avez faites, les consommateurs vont savoir que vous venez, ils vont savoir que vous avez des bonnes intentions, ils vont déjà avoir un certain amour de développer pour votre entreprise, une appréciation, puis déjà un certain niveau de fidélisation qui aurait été créé. Ça fait que là, on pense qu'une fois que les magasins ouvrent, que vous allez déjà avoir une bonne clientèle qui serait bâtie avec tous vos efforts. Suite à l'engagement financier de toutes ces stratégies-là, il faut faire des suivis pour s'assurer que les objectifs sont rencontrés. Ça fait le premier suivi, ça serait, est-ce qu'on a rencontré les parts de marché qu'on veut? Par exemple, si on est rentré en Atlantique, puis qu'on se met l'objectif de, on veut 4% du marché total de l'Atlantique par la fin de la deuxième année qu'on est installé avec nos magasins. Est-ce qu'on est rendu au 4%? Est-ce qu'il faut qu'on mette un peu plus d'efforts dans le marketing? Est-ce qu'il faut qu'on revise quelques aspects d'une stratégie? C'est des suivis qu'on fait. Ensuite de ça, il faudra évaluer les préférences des consommateurs. Est-ce qu'ils aiment l'idée des produits par pays pour la semaine? Est-ce que la France n'a pas marché, par exemple? Ou est-ce qu'ils n'ont pas aimé les soupers qui étaient préparés pour l'Angleterre? C'est des choses qu'il va falloir réviser à mesure. Ensuite de ça, la rentabilité des stations de service à la longue, ça serait de regarder est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut emporter aux stations de service. Est-ce qu'on peut vendre plus de collations? Est-ce qu'on peut vendre du café, par exemple? Des choses que les gens veulent acheter quand ils veulent prendre leur essence. On sait que les clients, ils veulent faire le moins d'arrêt possible. S'il faut que je mette l'essence dans ma voiture le matin j'aime avoir ma tasse de café. Si j'ai une bonne tasse de café dans la station d'essence, les chansons que je vais l'acheter. La rentabilité de service de livraison, là, il va falloir vraiment regarder l'aspect de logistique. L'aspect de est-ce que c'est rentable de se rendre à X montant de distance du métro? Quelle clientèle qu'on va desservir? Ça serait vraiment de faire une analyse concrète du service de livraison, à quel point c'est profitable, à quelle distance, les marges qu'on veut charger, ainsi de suite. L'objectif de Métro, votre objectif a été de gagner des parts de marché dans votre secteur d'activité ou également dans notre secteur. Donc, avec les idées que nous vous avons proposées, nous pensons que vous pourriez acquérir plus de parts de marché dans le secteur alimentaire, dans le secteur pharmaceutique à long terme et à moyen terme, et également dans notre secteur d'activité, donc avec les stations-service et donc les fidélités que vous offrez à vos consommateurs. Donc, nous espérons que cette présentation correspond à vos attentes et nous sommes prêts pour vos questions. Merci. C'est des bonnes idées.
potentiel pour les stations de service. Oui. Puis, ça, c'est ma première question. Le deuxième, c'est au niveau du province atlantique. Avez-vous 5% du marché par rapport aux investissements à l'unité de la rentabilité que ça peut générer? Merci pour la question. C'est sûr que ça va dépendre de l'envergure des magasins, des épiceries que vous voulez bâtir. Si que vous bâtissez un immeuble immense, la profitabilité sera peut-être plus prévisible dans l'année 2 ans, 3 ans. Ça varie tout. Je sais qu'il y a des magasins, des fois en Atlantique, une bonne semaine de vente, ça peut taper le 150 000 $. Ça fait l'argent est là, le potentiel est là, ça va tout varier de comment est-ce qu'on peut se rejoindre aux clients, comment vite qu'on peut les faire venir chez Métro, comment on peut les garder chez Métro, et puis comment d'argent on décide qu'on veut mettre dans les établissements qu'on veut bâtir dans les régions. Pour les stations de service, le potentiel du marché des stations-service au niveau limité. Oui. L'idée en arrière des stations de service, c'est que le profit est là devant une licence, mais c'est d'essayer de fidéliser les clients, de les emporter à acheter plusieurs produits dans la famille de Métro, garder l'argent dans la compagnie de différentes sources, que ce soit l'épicerie, que ce soit la pharmaceutique. Là, on aimerait que vous ajoutiez la station d'essence, vu qu'en plus de ça, ils pourront utiliser leur carte, ça va les tenter de plus en plus d'acheter leur essence, leur pharmaceutique et leur épicerie. Ça fait que ça serait vraiment un cycle de consommation chez Métro qu'on va essayer de bâtir chez le client. En ce qui concerne la profitabilité comme telle de la station d'essence, les marges de profit annuelles sont peut-être pas si élevées que ça. On peut attendre probablement entre 50 à 200 000 d'une station à l'autre. Ça varie de si c'est dans un petit village ou si c'est dans une plus grande ville. Les moyennes étaient à peu près dans ces rangées-là pour le bénéfice net à la fin de l'année. Mais on pensait que la plus grande partie de la profitabilité d'avoir des stations d'essence, c'était d'essayer d'emporter un cycle de consommation chez vos clients qui restaient à l'intérieur de la famille de Métro. Rapidement, pour ce qui est de votre secteur sur le développement du côté des provinces atlantiques, un des concurrents, c'est Coop Atlantique, justement. Sans être un expert ni de métro ni de Coop Atlantique, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des atomes crochus. Donc, au lieu d'y aller par développement, est-ce qu'un partenariat avec cette grande famille-là pourrait être envisageable selon vous? Merci pour votre question. Coop est certainement présent en Atlantique, mais ses ventes sont en baisse ces dernières années. Donc, nous pensons peut-être qu'un partenariat ne sera pas en votre faveur, mais nous avons proposé l'Atlantique parce que, à cause de la proximité, il y a également beaucoup de Québécois qui habitent dans les provinces d'Atlantique, qui sont habitués à faire leur épicerie chez Métro, et également en rapport avec les produits internationaux que vous offrez et les communautés internationales qui sont en Atlantique. OK, merci beaucoup. Merci bien. Merci.